Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et aujourd'hui on va parler de ce championnat du monde. Je suis très content d'être avec vous. C'est vrai que ça fait trop longtemps qu'on n'a plus fait de vidéo fast cam. Je vais faire sur la Volta et sur le championnat d'Europe. Au final j'ai pas eu le temps ni la motivation de le faire. On pourra en parler, mais de toute façon cette semaine, bon, ce sera très tard, mais de toute façon cette semaine je vais essayer aussi de faire une vidéo qui va être sur les rumeurs et sur ce que l'on sait du parcours du Tour de France 2025. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Bon, 273 km 900 programme de ce championnat du monde, soit presque comme dirait Jalabert, et c'est le cas, la distance de l'épreuve olympique. David, il a quand même pas mal explosé dans le final, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu vraiment une énorme course. Alors, moi, je regardais pas trop le début, j'ai juste vu, ouais, au bout de 14 bornes, comme ça, ce qui se passait, avec Bardet qui attaque notamment pour être dans une échappée. Et à un moment, mon père, il vient, il me dit, oui, bah, la Philippe, il a abandonné, j'ai pas compris, et j'ai vu ça. Et la Philippe abandonne, etc., pour luxation de l'épaule déjà. Donc, bah, c'est hyper douloureux, une luxation de l'épaule. On sait que Roglic a l'habitude de la avoir, par exemple, cette blessure-là. Et c'est direct, ça peut faire un problème à l'équipe de France. Mais je me suis dit, déjà, il y a Romain Bardet, il y a encore Grégoire, Madouas, David, donc il y a encore du monde. Mais après, on voit Bilbao et aussi Almeida. Donc on se dit, bon, c'est quand même des cours importants. C'est que Landa abandonne et Scalmoz aussi. Donc déjà, il y a des prétendants en moins. Mais après, bon, il se passe pas grand-chose durant la course, tout ça. Déjà, hier, j'ai regardé l'épreuve féminine, tu vois, un peu pour voir un peu plus le parcours, etc. Et aussi parce que ça m'intéressait avec la victoire de Lotto Kopecky. Mais déjà, ce qui était assez intéressant, et Paul Sexa, champion du monde du chrono aussi, en junior. Et malheureusement, euh, malheureusement, Führer qui est décédé, paix à son âme et qui repose en paix, mais vraiment c'est très triste, c'est évidemment une stratégie. Une stratégie, donc qu'est-ce que je raconte, une tragédie qui a eu lieu aujourd'hui. D'ailleurs, dédicace à l'Italie, pour la simple et bonne raison, c'est que l'Italie est 5ème nation mondiale au classement ici, donc à l'UCI World Ranking devant la France. La France, il y avait 10 points d'avance devant les Pays-Bas. Vous savez, au mois d'août, on était redescendu 8ème, donc depuis on a passé les Britanniques et les Néerlandais, mais l'Italie est devant nous. Alors que bon, je veux pas être méchant, à part vite fait. Enfin, à part Valjoly qui suit l'attaque du Pogacar au début, et on voit vite fait Ciccone, bah dans les 100 derniers kilomètres, on a quasiment vu aucun coureur italien, vu que le premier italien c'est Ciccone à 6,36, entre autres. Il a quand même fini à 6 minutes, hein, Sivakov. Après, on a Olicil, Rota, Zambagnini, je savais même pas qu'il était sur la course. Aussi, il y a 81 coureurs qui ont terminé. Mais ouais, l'Italie, c'est très sympa, hein. On peut dire la même chose d'ailleurs pour Simon Yates, où c'est vrai qu'ils ont dit, ouais, ils sont toujours pas fans des courses en circuit, les Farias, mais c'est vrai que c'est ça, on les a pas vus. Castrio, justement, quand je disais que on avait vu pas d'animation, bim, on a l'attaque de Castrio pour l'Espagne. Je sais pas pourquoi, je pensais plutôt à Pelayo Sanchez à sa place, alors que Sanchez n'y est pas. Mais déjà l'attaque, et, euh, et au final, ça fait un peu de différence, enfin, pas de différence, mais ça fait un peu largement redescendre l'écart, qu'à ce moment-là, était 4 minutes. Puis après, ça roule, etc. En revenant sur lui, je sais plus, on a deux trois attaques, mais en tout cas, ça s'anime un peu. Et c'est dans le tour d'après, on voit bah, notamment une accélération, entre autres, avec la formation de Tadej Pogacar. La Slovénie, alors ils ont oublié qu'il y avait Primozic hein, dans cette formation-là. Mais il y a la Slovénie qui roule, on voit légèrement au glitch. Puis après, bon, ça l'a un peu agacé de voir tout le monde attaquer. Du coup, il a décidé de partir Pogacar. Avec Badjoy notamment dans la roue. Ah oui, c'est parce que oui, après l'attaque de Pablo Castrillo, on a eu un compte qui est parti notamment avec Sivakov, tout ça, qui sont revenus quasiment ouais, dans le pied de la montée. Et ça a un peu. Oui, ça a pu un peu tenir. Puis après, il y a eu l'attaque du Pogacar, il est revenu très rapidement, aidé par Tragny qui était devant. L'Espagne qui avait personne devant aussi. On notera ça. Et d'ailleurs, Hambourg et Rodriguez finissent très lent, comme Roglic qui finit quand même à 12 minutes. Pitcock qui a pas pesé sur la course. Et au final, d'ailleurs, dès que Pogacar part, bah, Remco n'était pas placé tout comme Van Der Poel, ils sont pas allés dans la roue. Alors que comme j'ai dit, par exemple, on a Badjoli qui a pris la roue, mais qui a craqué assez rapidement au final. Et puis Pogacar il était revenu, et puis dès le tour suivant, il a attaqué. Il y avait que. Alors on avait Lipovic hein, qui était dans le groupe de compte, qui était revenu avec Geschke à l'avant, qui a essayé de suivre. Naruto Geschke qui lui a fait un petit relais, mais c'est surtout. Bah, c'était Vermarqueux notamment qui roulait, qui était là avec Pogacar et notamment Sivakov. Et au final, Sivakov a pu tenir. La roue un peu, bon, ça a duré un tour. Après, il a pas pu au final tenir, enfin s'accrocher.
Plus que ça, vu qu'il se fait lâcher à 50 km. Mais il a pu un peu tenir sa route, ça a fait un Pogacar quand même dépenser quelques forces. Mais ce qui est assez intéressant, Grégoire finit 38ème. Mais ouais. Déjà, on voit que tout le monde a énormément explosé. Beaucoup de mecs, notamment, qui étaient encore là dans le final. Mais Pogacar, il a fait un énorme numéro quand il est parti. Il n'y a plus personne. Alors, moi, je me souviens qu'on ne sait jamais des défaillances. Oui, il y a celle du Granon, mais moi, je me souviens surtout, pas celle que je l'avais expliqué, mais je me souviens surtout de la défaillance de Pogacar sur la Bretagne classique en 2021 où il est avec Alaphilippe et Cosnefroy et qu'à un moment, plus de son, plus d'image. Il disparaît totalement. Et c'est vrai qu'on pourrait à ce moment-là y penser. Mais c'est vrai que. En fait, quand on regarde, du coup, je disais, il n'y avait pas Van Der Poel et Remco dans sa roue placée à ce moment-là. L'équipe de Belgique fait un énorme tempo, ils avaient une minute de retard, à un moment ils redescendent à 35 secondes. Au final, c'est laissé à plusieurs moments à 35 secondes. Mais au final, Remco il s'est beaucoup agacé à un moment, à 2 tours de l'arrivée. Mais en même temps, quand je revois le résumé de la course, mais on peut dire pourquoi il s'agace. Mais en fait, c'est parce que tout simplement, c'est pas montré d'homme, mais il y a Van Der Poel qui suit un groupe où il y avait Remarqueux. Et du coup, à partir du moment où tu as deux coureurs des États-Unis, ils n'allaient pas rouler. L'équipe de France, il y avait encore devant. Au final, Mollema, c'est le seul équipier qu'on a réellement vu de Van Der Poel. Et la Belgique qui se sont vite retrouvés qu'avec Van Gils et qu'avec de plus qui a fait un relais alors qu'il était dans le groupe de compte. Au final, quoi s'est vite retrouvé scellé. Et je pense qu'il peut s'en vouloir effectivement de ne pas avoir suivi l'attaque de Pogacar. Et Pogacar, il a fait un sacré numéro. Il nous a fait du Pogacar. Au début, il disait est-ce que c'est pour le symbole 100 km de l'arrivée. Non, non, Pogacar, il a fait ça. Sa saison à Pogacar, on va dire beaucoup doublé de Giro Tour. Et puis tu rajoutes ça champion du monde comme Stéphane Roche en 87 ou Merckx. Merckx a dit que Pogacar était meilleur que lui. Mais il y a aussi Liège, le Tour de Catalogne, 6 étapes sur le Tour, 6 sur le Giro, l'Estrade est manqué, et c'est 4 étapes, je crois, sur le Catalogne, un truc comme ça. Et Montréal. C'est juste. Oh non, il n'a pas remporté Québec et San Remo, mais il a tout remporté sinon. Sur les courses auxquelles il s'est présenté. Il n'a pas fait les JO. De toute façon, on savait que c'était dans un coin de sa tête, ces mondiaux. Qu'il avait la capacité de le faire et qu'il l'a fait. Si on regarde derrière O'Connor, finalement, il avait bien tenu. Il est revenu un moment sur Van Der Poel et Remco dans le dernier tour. Et il a fait une très belle stratégie en attaquant dans les derniers kilomètres. Et ça s'est totalement regardé. Et ça s'est beaucoup regardé. Alors ça m'a été des attaques. On peut dire ça réduit de 2-3 secondes. Oui. Mais dès que tu reviens dessus, tout le monde va se regarder. Et à partir du moment où ça se regardait, personne ne pouvait de toute façon revenir. Et d'ailleurs, je voulais dire ça aussi côté équipe de France. On en parle peu, mais j'ai trouvé ça bizarre quand même qu'on ait à plusieurs reprises Thomas Vauclair au téléphone. Notamment après l'abandon de la FIP aux alentours de 100 mois d'arrivée. Mais même un moment avant l'attaque de Castrillo, tout ça. Et c'est la première fois encore sur sélection nationale que j'ai l'impression qu'on voit Thomas Vauclair au téléphone, par exemple, du coup sur France TV, même sur les championnats d'Europe ou quoi, quand c'est sur l'équipe, on ne voit pas. Et même Guimard, j'ai pas le souvenir d'avoir vu Guimard en 2007 ou 2018, il n'était pas au téléphone. Je me souviens qu'il était un peu vénère d'ailleurs, comme Barguil quand il était tombé et qu'il avait abandonné. Mais je me souviens surtout, je sais plus, c'était qui le sélectionneur national, ça va peut-être revenir en 2016, mais en 2016 à Doha, on l'a à ce moment-là. De toute façon, il n'y avait que William Bonnet dans le groupe de devant avec la bordure. D'ailleurs, c'est ce que je me disais quand je commençais dans ma chambre, c'est que c'est toujours ouvert les championnats du monde pour puncher, hein, parce que bon, et c'est ce qu'on a le plus au final. Et ça donne des courses très débridées. On a appris, il aurait été fort, mais au final, à part Mollema, il n'y avait personne vraiment en néerlandais qui était à ses côtés. Ce qui a pu et ce qui lui a réellement posé problème. Et après, il a eu beaucoup d'attaques, etc. Mais il n'a pas fait la différence. Moi, c'est ce que j'aurais pensé que lui et Remco. Enfin, Van Der Poel, on sait que si ça peut être compliqué pour lui s'il s'isole pas. Or là, il s'est pas isolé. Tout le monde était à son niveau, très très fort Squins, mais Squins lance un sprint de loin. Van Der Poel, il avait plus de. Enfin, il est meilleur que Squins sur un sprint long. Mais Squins, c'était vraiment très fort avec Benelli d'être resté comme ça. À un moment, ils étaient à 35 secondes. Hein. Et c'est après, ils sont revenus une minute. Et encore, on va les dire descendre. On se dit, un peu bizarre. Pogacar, vraiment. Forcément, il avait des crampes, il allait au bout du beb. Mais vraiment très très grosse performance de sa part. O'Connor vraiment très solide. Qui fait une énorme saison de sa part. Un deuxième du Tour des Alpes. Quatrième du Giro, deuxième de la Vuelta. Deuxième des mondiaux. Beaucoup de place de lui, on va dire. Mais très solide. Et c'est vrai que Squins se perfectionne avec le temps. Il disait sur France TV parce qu'il a 33 ans. Mais Squins, c'est déjà ses Stradiman qui étaient très bonnes cette année. Face à Pogacar aussi. Mais vraiment très très belle performance de sa part. Remco Evenepoel au final. Mais il a beaucoup tenté. Il a été agacé. On connaît le Remco Evenepoel agacé. Il n'a pas pu faire la différence. Et après, de toute façon, il savait qu'il ne devait pas arriver au sprint. Hein, il fallait qu'il arrive en solitaire. Ça n'a pas été le cas. Hirschi a été vraiment très bon. Surtout quand il met ses attaques dans le final.
On voit qu'il a un peu plus de fraîcheur que d'autres, mais il n'arrivait pas à faire différence. Il a une pointe de vitesse qui est quand même assez intéressante. Mas, on a même vu Enric Mas attaquer, mais il a été solide Enric Mas au final. Très belle course de sa part pour l'équipe d'Espagne. On a vu deux coureurs de cette équipe. Au final, ils ont attaqué, mais c'est premier à lancer les offensives. Dans les 130 derniers kilomètres, au final, il n'y avait personne qui arrivait à tenir. Enfin, il n'y a personne qui avait suivi. Quinn Simons dans le top 10. Quinn Simons a vraiment été très bon, mais cette équipe des États-Unis, j'ai vraiment apprécié beaucoup. Vers Marcum, on avait Jorgensen qui était bon aussi à un moment. Vlasov, j'ai pas vu la course, mais il était là. Je crois qu'il y avait même encore du Vatican au départ. Mais il y avait même aussi Paules. On avait vraiment vu une équipe des États-Unis qui était pas mal offensive, et ça, c'est intéressant. Romain Bardet dans le top 10. Il était loin à un moment, il arrive quand même à revenir. Il a tenté notamment un moment sur une attaque d'Hirschi d'essayer de suivre. Il a été très bon pour sa dernière sélection en équipe de France, mais malheureusement, au moins l'an dernier, je crois que c'est 17ème avec Madouas. Il n'y a que deux corps français qui finissent sa course, on se souvient. Hein. Madouas et Cosnefroy, mais la course, vas-y, dès que tu avais un problème mécanique ou quoi, avec le nombre de virages, etc., avec les voitures, on avait du mal à dépanner, tu perdais beaucoup de temps et du coup, on ne trouvait plus. À l'image de Laporte, et à la Philippe l'attend, mais on le revoit plus, Christophe Laporte au final, de la course. Et ce qui a un peu détruit la stratégie de l'équipe de France, au final, là, on a vu une équipe de France en difficulté, c'est vrai. Mais c'est vrai que je suis dit ça quand j'ai vu la sélection au début. Pas de coureur de décathlon. Ça m'a un peu surpris. Après, en finale, ça aurait été trop dur peut-être pour du Cosnefroy et pour du Godon, mais c'est vrai qu'on n'en a pas vu. À l'image d'un Valentin Parifan qui a signé d'ailleurs chez Soudal Quick-Step pour l'an prochain. Mais Bardet qui aurait été assez intéressant pour sa dernière sélection, qui a vraiment amorti à plusieurs reprises, mais ça a été difficile pour lui dans le final, il craque. Mais dans le contenu, c'était intéressant. Adria, ouais, qui était pas mal et qui a pu tenir aussi. À part sur Amstel, j'avais très peu vu Adria cette année, finalement leader. Donc là, il a vraiment fait une belle course. Molima, j'ai jamais, enfin, pas jamais, mais j'ai rarement vu Molima à ce niveau-là cette saison. Il a vraiment fait une très grosse course en tant qu'équipier. Mais les Néerlandais, on les a peu vus rouler au final, pendant très longtemps. Pedersen, il s'est accroché. Mais jusqu'au moment où il revient, un tour d'arrivée, mais on l'a quasiment pas vu la course, Pedersen. Holgard qui est là. Zimmerman, que j'ai pas vu la course, mais qui est là dans le top 15. Olnik, on a vu un moment contré, mais notamment avec Skuns et Eli, mais au final, il craque totalement. Dans le final, Magnudik est actif et là, on l'a vu un moment dans le peloton, mais il en pouvait plus trop. Enfin, c'est pas qu'il pouvait plus trop, mais il n'arrivait pas à suivre. Enfin, il était lâché quoi. En ce qui concerne Madouas, moi, ça m'a pas tant étonné que ça de voir Madouas au final lâché. Enfin, pas dans le coup dans le final. Parce que Madouas, on l'avait vu cette saison. Enfin, il l'avait dit sur le Tour du Luxembourg notamment, et j'avais vu ça dans la vidéo d'Amérique Production, qui disait qu'il était pas en boutique, mais qu'il commençait à sentir que la saison était un peu longue en ce qui le concerne. Donc moi, ça m'a pas étonné au final de le voir lâcher. Enfin, pas être trop là dans le final. Même si c'est une course qui lui convient parce qu'il course en circuit, voilà, il a été champion de France, vice-champion olympique, qui était déjà très bon chez Jeunes dans ces courses-là. Et que même, j'ai envie de vous dire, il remporte la Bretagne Classique où il y a un circuit, donc voilà. Mais c'est vrai on aurait pu s'attendre un peu mieux. Après, vraiment, Pogacar, son numéro, il a juste été exceptionnel. Il n'y avait personne qui était à son niveau. Et vraiment, sa course, oui, c'est une course de légende, etc. Encore une course qu'il n'avait pas gagnée parce que c'est vrai qu'à part l'an dernier où il fait 3ème derrière Van Aert et Van Der Poel et du coup devant Pedersen, les mondiaux, ça lui avait peu réussi. 2020, il attaque de trop loin. 2021, du coup, c'est l'année où il pèse pas trop sur la course quand la Philippe gagne, même si je crois à un moment on le voit peut-être dans des attaques, mais il pèse peu. Et il est dans le groupe peloton principal, hein, qui était piégé par Remco notamment et le groupe Bardet, tout ça. En 2022, il met des attaques comme lui, Van Aert, Manos au final. Donc c'est vrai que ça lui avait peu réussi jusqu'à l'année dernière. Et il a réussi, entre guillemets, cette fois-ci sur les championnats du monde. Donc vraiment une très très belle épreuve de la part de Pogacar aujourd'hui, forcément, vu qu'il s'impose. Mais il a été vraiment très très solide. Et, euh, et oui, c'est juste exceptionnel le niveau qu'il a affiché aujourd'hui. Très très gros level, franchement. J'allais dire, j'ai pas d'autre chose à ajouter. Mais vraiment, il a bien utilisé son équipe à Novak, tout ça. Ils ont beaucoup contrôlé. C'est rare qu'on voit la Slovénie au final beaucoup contrôler, mais après ils avaient Pogacar qui était ultime favori. On voyait beaucoup la Belgique, peu au final les Pays-Bas. Donc est-ce que Van Der Poel était pas sûr de sa force? Je sais pas, et moi je dis toujours dans une course en section, il faut souvent se méfier de l'équipe de France. Notamment JO, je pense ça.
au championnat d'Europe, il y avait une stratégie offensive. Là, elle était moins offensive la stratégie, forcément parce qu'on perd Julien. Mais c'est vrai que c'était moins offensif. Et du coup, ça a moins pesé pour l'équipe de France. Mais en tout cas, ce débrief sera finalement un peu court. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok si c'est 3D. Et puis portez-vous bien à la prochaine. Ciao, ciao.